Donc, tout d'abord, remercier les organisateurs du colloque, mais également les auditeurs pour les 2 journées de cette dernière étape du Tour de France d'ENSA 20 avant le colloque de cet automne à Paris. Donc, voilà. Et je disais donc que je vous donnerai plutôt des informations ce matin sur le déroulement de la journée, histoire que ça se passe le mieux possible avec ce format hybride pas tout à fait évident. Donc, j'avais commencé, et je le referai parce qu'il le mérite bien, par remercier les équipes des écoles qui ont permis l'organisation de ces 2 jours. Également, évidemment, remercier les équipes du ministère qui nous accompagnent et qui sont à l'origine de ce beau programme de recherche. Ici à Grenoble, particulièrement remercier Hélène Casalta et Xavier Crépin, mais également l'équipe de la Maison de l'Image qui est à nos côtés pour toute la captation vidéo et sonore. Et on espère que cela assurera de bonnes conditions pour chacun, et donc le cinéaste Alexandre Forêt qui est à nos côtés. Donc voilà rapidement pour les remerciements. J'évoquais le programme de la journée, vous l'avez probablement sous les yeux également, avec une matinée consacrée davantage à l'histoire de l'enseignement et de la recherche à Grenoble, et un après-midi avec la session 4 sur l'enseignement et la profession dans la continuité de ce que nous avons entendu hier. Voilà pour le déroulement de la journée. Je vais rappeler quelques éléments très logistiques néanmoins utiles, mais avant, vous dire à vous qui êtes à distance, qui est dans la salle, car vous ne les voyez pas forcément, et pourtant, c'est bien agréable de ne pas parler à personne. Donc, tout d'abord, Nathalie Mesureux, évidemment, directrice de l'École d'architecture de Lyon, Mireille Gruber, qui nous avait déjà fait l'honneur d'être avec nous hier, ancienne directrice de l'école de Chaillot, et également des intervenants que vous recroiserez tout à l'heure, Grégoire Chelkoff, Cédric Avenier, je ne sais plus qui intervient encore. Et pour ce qui est de l'école d'architecture de Grenoble, Nicolas Tixier, Julie Martin, Patrick Thépeau, Sophie Paviol, Monique Vial et Philippe Marin. Donc, un amphithéâtre clairsemé, mais avec les meilleurs, en fait. Je pense que c'est ce qu'il faut qu'on se dise. Donc, voilà pour les personnes qui vont parler comme moi d'ici depuis la salle. Vous verrez la captation par les caméras. Ce n'est pas évident de porter son regard au bon endroit, mais j'espère que ce sera tout de même assez aisé pour vous. On laisse la possibilité aux orateurs d'ôter leur masque le temps où ils parlent. Il faudra malheureusement le remettre ensuite puisque les sièges sont assez proches les uns des autres pour permettre quand même à ces tables rondes de se dérouler. Voilà pour nos collègues à distance. Vous dire de bien éteindre vos micros, mais je crois que ce n'est pas le problème que vous avez rencontré hier, mais tout de même. Et puis, on vous avait proposé de tester le passage de vos diapos à distance. Si jamais, pour une raison ou pour une autre, il y a un problème, vous pouvez envoyer un petit message à Xavier Crépin. Nous essaierons de le régler avec vous. Voilà donc pour les détails logistiques, mais qui ne sont pas que des détails. En tout cas, voilà, merci à tous pour ces 2 jours. Je rejoins l'amphithéâtre et laisse la parole aux spécialistes. Merci. Bonjour à tous et merci d'être présents avec nous aujourd'hui. Sans vouloir réitérer les remerciements d'hier, notamment à l'égard des responsables et porteurs d'ENSA 20, des membres du comité d'histoire, du conseil scientifique ou du comité de pilotage, je tiens à mon tour à saluer l'investissement d'Amandine Diner, Hélène Casalta et Xavier Crépin, ainsi que toute l'équipe vidéo dans l'organisation et la tenue de cette journée. J'aimerais aussi remercier la directrice de l'école, Marie Wozniak, ainsi qu'Hélène Casalta, une 2e fois, mais aussi les 2 directeurs du laboratoire MHA, donc Catherine Momy, qui ne l'est plus, et Philippe Marin, pour toute la confiance qu'ils nous ont fait, à Sybille Levotte et moi, dans cette entreprise de recherche sur l'histoire de l'école de Grenoble. Effectivement, depuis maintenant 4 ans, Sybille et moi, après une longue collecte d'archives et de dépouillements, terminons actuellement l'écriture de cette histoire qui sera prochainement publiée, accompagnée de plusieurs autres contributions. La matinée sera organisée donc autour de 3 interventions et une table ronde. Il y a quelques années, l'école de Grenoble fêtait ses 40 ans. À cette occasion, plusieurs événements ont eu lieu, nous ayant permis de tracer une histoire chronologique de l'école.
Le pari de la matinée d'aujourd'hui est de revenir sur certains épisodes qui ont marqué l'école et qui en font sa spécificité aujourd'hui. Après une brève introduction sur le travail que Sybille et moi menons, je lui laisserai la parole pour qu'elle nous éclaire davantage sur le projet d'architecture de l'école, projet de l'architecte Roland Simounet, livré en 1978. Projet dans tous les sens du terme, puisque l'adéquation entre programmation et architecture a été pensée, discutée et débattue pendant de longues années. Sybille retracera à grands traits l'origine de la création de l'École régionale d'architecture de Grenoble et les premiers temps de son existence. Puis, Zamal Aboudaya, maîtresse de conférence à l'ENSAG, reviendra sur l'enseignement dit libertaire propre à l'école de Grenoble. Expérimentale, expérientielle, elle exposera ce qui a fait là ou une des renommées de l'école. La matinée se terminera autour d'une table ronde qui traitera de la recherche à l'école. Comme vous le savez, l'UPAG, l'unité pédagogique d'architecture de Grenoble, a été pionnière de la recherche architecturale et urbaine en France. Plutôt que d'inviter les fondateurs de ces unités de recherche, à qui nous avions déjà donné la parole à l'occasion du 40e anniversaire du bâtiment, nous écouterons ce matin des chercheurs qui ont travaillé durant de longues années aux côtés et au sein de ces unités. Nous récolterons ainsi les regards de ces chercheurs, leur positionnement, leur filiation dans ce cadre-là. La matinée d'aujourd'hui a lieu à l'ENSAG. C'est une très belle école située dans la ville neuve de Grenoble où de nombreuses personnalités importantes du milieu ont passé. Mais plus récemment, depuis le début de l'année 2021, plusieurs décès ont marqué la communauté de l'école. Je pense ici à Nicolas Ragnon, architecte, très impliqué dans la définition du projet de l'école post-68 qui y a enseigné. Vous voyez ces ouvrages là à l'écran. Je pense également à Pierre Chevrière, architecte, qui a été à la fois enseignant et directeur de l'école, qui avait par ailleurs, bien avant nous et dès les années 70, rédigé et enseigné l'histoire de l'enseignement de l'architecture en France. Je pense aussi à Hugo Houben, ingénieur en électronique et en physique nucléaire, qui bifurque vers la construction en terre comme une réponse aux enjeux écologiques à peine naissants dans les années 70. De sa rencontre avec Patrice Doat naîtra le cratère. Ainsi, je vais prendre quelques minutes pour revenir sur le travail d'écriture de l'histoire de l'enseignement, mais aussi sur ses et influence. Oui, je pense que tu peux à côté, tu parles là pour la prochaine fois. Véronique Peggy. Ouais, non, moi j'ai des bouquins. Véronique, est-ce que vous pourriez couper votre micro, s'il vous plaît? Bon, je continue. Donc, je vais revenir sur le travail d'écriture de l'histoire que nous avions mené, Sybille et moi, et qu'on intitule pour ce matin, que je présente comme la forme d'une chronique d'une recherche entre archives et mémoire. Donc, dans le cadre du programme ENSA 20, puis celui de l'ANR, l'occasion se présentait, comme je vous l'ai dit, à Sybille Levotte et moi-même, de mettre en lumière les origines et les transformations de l'enseignement de l'architecture à Grenoble sur le temps long. Le moment était propice à cette entreprise alors que les 50 ans de mai 68 et le 40e anniversaire de l'installation de l'école dans le quartier de la Villeneuve s'annonçaient. Nous avons ainsi profité de circonstances favorables pour entamer une enquête sur cette histoire méconnue et proposer à la direction de l'ENSAG de la retracer dans un ouvrage. Nos parcours respectifs nous le permettaient aussi. Alors que Sybille est une historienne native de Grenoble, j'ai été enseignante-chercheuse à l'école pendant 5 ans, après avoir enseigné dans plusieurs autres écoles. Donc, un regard assez distancié qui nous ont permis, à travers ces 2 itinéraires, de nourrir notre intérêt pour le sujet et orienter notre intention de départ. Nous avons en effet pris le parti de rédiger une histoire linéaire, chronologique, de l'enseignement de l'architecture à Grenoble. Nos connaissances de l'établissement, de ses acteurs, du milieu architectural et politique de la ville étaient complémentaires. Mais nous n'étions pas pour autant noyés dans les querelles locales en raison d'une position, en quelque sorte, à la marge de l'école. Donc, ancienne étudiante pour l'une et turboprof pour l'autre.
Cette introduction au séminaire N-Savin de Lyon-Grenoble nous incite donc à porter un regard distancié et réflexif sur notre pratique d'historienne. À travers la rédaction de cette histoire, que cherchons-nous, où et comment? De quelle manière classons-nous nos trouvailles et quels liens effectuons-nous entre elles? Et surtout, comment trouver un équilibre afin d'éviter l'écueil de mettre en avant certaines histoires que nous jugeons nécessaires, intéressantes, mais qui peuvent se révéler somme toute secondaires. L'enseignement de l'architecture à Grenoble prend sa source au début du XIXe siècle. Initialement dispensé dans différentes institutions vouées à l'éducation artistique, il s'est sans cesse renouvelé durant les 2 siècles suivants. Mais comme nous le rappelle Michela Passini, je cite, « L'écriture de l'histoire est une question de choix. Elle dépend nécessairement de la trajectoire de son auteur et comporte finalement une part incompréhensible d'arbitraire. » Pour remonter la généalogie de l'enseignement de l'architecture à Grenoble, des ouvrages et des expositions ont aiguillé nos recherches. Si l'enseignement artistique dans cette ville fait depuis une trentaine d'années l'objet d'un intérêt accru de la part des historiens, l'enseignement de l'architecture proprement dit demeure dans un angle mort. La raison est sans doute à chercher dans la période couverte par les études menées jusqu'à présent, avant tout focalisées sur les 18 et 19e siècles, durant lesquels l'école d'architecture grenobloise n'existait pas encore en soi. L'apprentissage du dessin, de la peinture et de la sculpture concentre donc toutes les attentions. Les travaux de Reed Benhamou sur l'école de dessin de Grenoble et l'éducation artistique en France au XVIIIe siècle, et plus récemment l'étude encyclopédique d'Agnès Lahalle sur les écoles de dessin pendant ce même siècle, inaugurent ainsi les premières recherches globales partiellement dédiées au début de l'enseignement artistique dans la cité alpine. La thèse de Marianne Claire, consacrée au peintre dauphinois Jacques-André Tréhard, fondateur de l'école publique de dessin de Grenoble à la fin du XVIIIe, constitue un autre jalon, travail poursuivi par Candice Ambert, dans lequel l'auteur dépeint le rôle structurant joué par les institutions locales. Le prolongement de ce travail a pris en 2020 la forme d'une exposition au musée de Grenoble, accompagnée d'un catalogue, dans lequel les architectes sont largement absents, si l'on accepte Alfred Récoura, mentionné parmi les Isérois, lauréat du prix de Rome. Le caractère scientifique de cet ouvrage vient opportunément compléter le récit plus confidentiel d'un amateur éclairé, Yves Dr, sur l'histoire des écoles d'art grenobloises depuis le XVIIe siècle. Grenoble étant aussi une ville au long passé universitaire, la monographie de René Favier intitulé « Le roman de l'université, Grenoble 1339 à 2016 », s'est ainsi révélé profitable en plusieurs occasions. Enfin, l'ouvrage Calmont Dardago, ethnographe et ancienne enseignante vient de diriger sur la genèse des grands ateliers de l'île d'Abo et les dynamiques pédagogiques qui y sont à l'œuvre, s'avère un repère important pour nous. Il s'agit au demeurant de la première étude associée à l'histoire de l'établissement, bien qu'elle ne le concerne pas directement. Parallèlement à cet inventaire bibliographique, l'ambition première de notre travail visait à découvrir ce que les anciens de l'école avaient jugé nécessaire de conserver, au-delà des archives institutionnelles et administratives, dont les instances publiques, municipales, départementales ou nationales sont dépositaires. À l'ENSAG, l'exploration d'une salle du sous-sol où sont entreposées les archives de l'établissement a été déterminante. Lorraine Tournier, stagiaire au laboratoire MHA, nous a accompagnés dans le dépouillement des programmes pédagogiques et des archives administratives postérieures à 68. Notre incursion dans ce monde souterrain a également mené à la découverte d'archives plus anciennes, notamment les registres des épreuves orales de 44 à 68 et le carnet des conseils des anciens de la masse des mêmes dates de 64 à 68. Ces sources inconnues jusqu'alors furent précieuses pour combler en partie une lacune, l'absence de recensement des étudiants de l'école régionale d'architecture de Grenoble de 27 à 68. Nous avons finalement effectué. Le croisement de ces registres avec une série de publications annonçant le palmarès et la distribution des prix de l'école régionale d'architecture de Grenoble
et la base Dictionnaire des élèves architectes de l'École des Beaux-Arts de Paris a permis de reconstituer donc une liste indicative des étudiants grenoblois pour cette période. Les archives sur la pédagogie et la recherche, conservées dans une salle attenante, constituent également, grâce au travail mené de longue date par les documentalistes de l'école, un bel ensemble réunissant une importante littérature grise produite par la communauté éducative. Quoique incomplets, ces fonds bénéficient des compléments essentiels apportés par d'anciens étudiants et enseignants qui ont mis à notre disposition des archives privées inédites liées à la pédagogie, travaux d'étudiants, cours d'enseignants et au quotidien de l'école, comme on le voit ici, photographies d'ateliers, de cours ou de fêtes. C'est en mettant en relation ces différentes sources qu'il nous a été possible d'établir les localisations successives dévolues à l'enseignement de l'architecture à Grenoble. La dispersion des institutions artistiques au XIXe siècle compliquant singulièrement la chose. Certaines incompréhensions ont longtemps subsisté à cause, par exemple, d'un changement dans les noms de rues. Effectivement, l'école de sculpture architecturale, l'ancêtre de l'ENSAG, le mieux identifié, était installée dès les années 1860, rue Lesdiguières. Cet emplacement n'était cependant pas le même que celui occupé par les locaux de l'ancienne faculté de médecine, rue Lesdiguières également, où l'école d'architecture s'installa à partir de 1967. Pour dénouer ces entrelacs, il nous a fallu consulter des publications consacrées aux rues de Grenoble. Je vous épargne les détails. Il faut aussi noter notre difficulté à saisir la structuration de l'enseignement de l'architecture grenoblois au XXe siècle en raison de fréquents changements d'appellation des différentes entités et l'incertitude quant à leur rôle respectif. Quelle relation entre l'école des arts industriels, avec art tantôt au pluriel, tantôt au singulier, et l'école régionale d'architecture, ou entre l'école des arts décoratifs et du bâtiment et l'école régionale d'architecture? Le rôle de l'école Vaucanson, qui pourrait fournir un éclairage sur la formation des architectes avant la création de l'école régionale, demeure pour l'instant une énigme, plus par manque de temps qu'à défaut d'archives. Au-delà des lieux et des établissements, nous avons privilégié à certains moments la micro-histoire en recourant à une analyse centrée sur les acteurs, même sur ceux dont l'importance pouvait paraître mineure aux yeux de certains. C'est à travers leur parcours que des liens se sont révélés confirmant ou infirmant certaines hypothèses, rendant visible ce qui restait insaisissable dans les archives. Parfois, des protagonistes importants demeurent énigmatiques, tel Jean Benoît, qui exerça seul ou en association avec Fernand Kaminski, comme professeur et chef d'atelier de 1934 à 1966. L'existence de cet unique atelier pendant 32 ans explique sans doute qu'il ait rarement eu besoin de justifier son action. De facto, peu d'archives témoignent de son rôle d'enseignant. Et pourtant, Benoît fut déterminant pour nombre d'architectes qui ont marqué le milieu professionnel régional et national, tels que Louis Blanchet, premier Grand Prix de Rome en 1952, et Bruno Couradier-Dutheil, second Grand Prix de Rome en 1955. Cette histoire linéaire entre rupture et continuité de l'école de Grenoble et de ses individus renvoie aux temporalités de l'enseignement de l'architecture au niveau national, des formes, des coupages institutionnels, professionnels. Ce travail sur le temps déjà écoulé et sur l'histoire du temps présent croise une histoire objectivée, mise à distance et fondée sur le document et la collecte des mémoires, souvent volatiles. Nous avons d'ailleurs été confrontés à une disparition effective de cette mémoire avec la perte de savoir autour de l'histoire de l'école provoquée par le départ de nombreux administratifs et enseignants de l'ENSAG qu'il nous a fallu essayer de compenser. Si le recours à la parole ne cherche pas strictement à pallier l'absence d'archives écrites, sa collecte apporte des compléments d'information et, dans notre cas, fait ressortir certaines spécificités grenobloises peu perceptibles. Les archives orales que nous avons recueillies renvoient à la constitution de la recherche architecturale à Grenoble, à l'intérêt presque collectif pour le terrain et aux affiliations politiques des uns et des autres. La pédagogie du faire, que l'on appelle aujourd'hui la pédagogie expérientielle, emblématique de l'école grenobloise, où les étudiants sont mis en situation d'agir et de réagir, prédispose peu à la constitution d'archives.
Elle est plus explicite et riche dans la mémoire de celles et ceux qui l'ont pratiquée. Amal Aboudaya reviendra là-dessus ce matin. À l'occasion du 40e anniversaire du bâtiment conçu par Simonet, la direction confia à Charline Soa, alors jeune docteur en architecture, l'organisation d'une exposition consacrée à l'école de l'après-68. Ce fut l'opportunité d'une première prise de contact avec les acteurs de l'établissement. La mémoire a ses limites. Sa fugacité ne permet pas toujours de faire parler quelqu'un à partir de l'archive. Ainsi, certains architectes, comme Antoine Félix Faure ou Jean-Pierre Gué, n'ont pu se remémorer certains événements auxquels ils avaient pourtant participé d'après le carnet des anciens de la masse. À l'inverse, l'entrevue commune accordée par Bernard Avezou et Claude Fourmy autour de leur projet d'étudiants et de photographie a contribué à faire remonter à la surface certains moments clés, à préciser leur chronologie, telles les dates du déménagement de l'école et de l'enseignement de Kaminski, ou à dresser un tableau vivant de l'école par le biais d'anecdotes. Ces rendez-vous avec des anciens ont aussi permis de mettre en contexte leur positionnement intellectuel respectif. Mais le nombre réduit de travaux étudiants et le peu de documentation pédagogique conservée dans les institutions publiques amènent un souhait de notre part. Le moment semble propice pour entreprendre une large collecte d'archives auprès des acteurs qui ont fait l'école, qu'ils soient ou fussent enseignants, étudiants ou personnels, en prenant exemple d'autres démarches, comme par exemple l'école Camondo. En complément, je reviendrai sur 3 séminaires très rapidement qui sont venus éclairer certains aspects de l'enseignement de l'architecture à Grenoble et qui ont cette fois-ci contribué à produire des archives et des savoirs nouveaux, abordant des réflexions thématiques ou croisées. À l'automne 2018, un enseignement d'initiation à la recherche mené par Céline Bonico, Romain Lajarge, Nicolas Tixier et moi-même, intitulé « Mai 68 et l'architecture », a permis la prise de contact avec les fondateurs des unités de recherche de l'école. Dans ce cadre, les étudiants de master installés dans la grande galerie de l'école ont mené 5 plateaux radio qui furent enregistrés et filmés, rassemblant ainsi plusieurs générations de personnes ayant contribué au développement de la recherche architecturale à Grenoble. La capture de ces témoignages, traces éphémères d'un passé encore récent, fut un moment rare où des filiations se sont révélées. Au printemps 2019, Sybille et moi avons tous deux accompagné un autre groupe d'étudiants de master à l'occasion d'un enseignement consacré aux revues produites au sein de l'école. Ce travail a étoffé de près d'une dizaine de publications la vingtaine déjà identifiées. Leur examen a permis d'en comprendre l'émergence et les lignes éditoriales, de mettre en évidence les formes d'engagement qu'elles impliquaient et d'établir une chronologie précise de leur parution. Puis, Lilia Kelly, une étudiante, a pu approfondir cette étude lors d'un stage au sein du laboratoire MHA. Enfin, au printemps 2020... Oui, bonjour, vous m'aviez appelé. Et Élise Simon et moi-même avons encadré un enseignement similaire sur les diplômes soutenus à l'école après 68. L'habité apparaît alors comme un sujet transversal. J'imagine. Pouvez-vous éteindre votre micro, s'il vous plaît? Si les autres pièces sont prêtes, envoyez-les-moi. Et puis le portfolio, vous me l'envoyez ce week-end, vous le terminez tranquillement, il n'y a pas de souci. Merci d'éteindre vos micros. Voilà. L'habité apparaît alors comme un sujet transversal aux différents tuteurs et rend compte de la volonté des enseignants et des étudiants de s'emparer de l'architecture pour repenser, au croisement des échelles et des disciplines, la complexité du monde. Ce travail sur les sources, qui s'est révélé petit à petit tentaculaire, nous amène aujourd'hui à porter un regard rétrospectif sur notre démarche et à prendre conscience de la structure logique de la méthode que nous avons employée. La diversité des archives écrites et orales récoltées montre que nous avons travaillé sur différentes sources, quelle qu'en soit la nature, et nous soulignons au passage qu'il est important de recruter un archiviste dans chaque école d'architecture. Mais les sources restent tout de même dans le registre de ce qui a été reconnu à un moment donné par l'école et les archives ou par les acteurs de son histoire, soit lors du tri des archives avant leur classement ou par la sélection mémorielle.
Ces sources, publiques ou privées, ne s'inscrivent donc pas dans ce qu'on aurait aimé aussi avoir, qui serait de l'ordre d'une contre-histoire. Un premier dépouillement nous a permis d'aligner dates et faits, d'esquisser une histoire chronologique qui passe parfois sous silence d'autres pans de l'histoire de l'enseignement de l'architecture qu'il nous faudra prendre garde de ne pas occulter. La prochaine étape est d'offrir au prochain doctorant qui le souhaite donc toute cette archive-là, qui lui permettra à problématiser une recherche en vue de construire une véritable analyse historique. Maintenant que les dates sont posées, que les grandes lignes apparaissent, vient alors le temps de la déconstruction avant celui de l'écriture. Alors, je vous remercie de cette écoute. Je vais maintenant laisser la parole à Sybille parce que sa présentation est assez complémentaire de ce que je viens de vous présenter. Donc, Sybille Levotte, après des études d'architecture, s'oriente vers l'histoire, ce qui l'a conduit à engager une thèse sur l'ensemble de la ville neuve de Grenoble en 1966 et 1983. Passionnée d'archives, Sybille Levotte a travaillé à leur conservation et leur mise en valeur au sein de l'agence de l'architecte Paul Chemetov à UEA et au centre d'architecture du XXe siècle de la Cité de l'architecture et du patrimoine. Elle a aussi enseigné à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, à l'Université Lumière Lyon 2 et dans les ENSA de Marseille et de Grenoble. Sybille, je te laisse la parole. Donc, bonjour à tous et désolée pour les impondérables informatiques. Donc, comme Stéphanie vous le disait, mon propos que j'ai intitulé de la programmation à l'architecture aux origines de l'unité pédagogique d'architecture de Grenoble s'intéresse plus particulièrement à l'histoire de l'école d'architecture dans les années 60 et 70. En guise de préambule, il me paraît néanmoins important de présenter le contexte dont cette nouvelle unité pédagogique hérite. Je vous propose donc de retracer à grands traits l'origine de la création de l'école régionale d'architecture de Grenoble et les premiers temps de son existence avant de nous intéresser plus spécifiquement aux années 60 et 70. Cette création intervient... donc la création de l'école régionale d'architecture intervient en 1927 et constitue en définitive l'aboutissement d'une reconfiguration des enseignements artistiques grenoblois entamée près de 30 ans auparavant avec la nomination en 1898 d'un sculpteur local, Henri Dingue, à la tête de l'école de sculpture architecturale fondée en 1831. Dingue souhaite restructurer cette école municipale qu'il rebaptise École des arts industriels et regrouper l'ensemble des formations artistiques dédiées aux ouvriers d'art jusque-là dispersés dans la ville. Le décès brutal d'Henri Dingue, à peine nommé, marque un coup d'arrêt à la réorganisation qu'il appelait de ses voeux. De fait, le seul changement important intervenu avant la Première Guerre mondiale consiste en l'installation en 1912 de cette école dans le quartier des Facultés, au 25 rue Lesdiguières. La construction par l'architecte Joseph Martin du nouvel édifice, inspiré de la Renaissance italienne, est rendue possible grâce à l'obtention d'un legs d'une bienfaitrice décédée quelques années plus tôt, Berthe de Boissieu. L'inauguration de cette école a lieu juste à temps, finalement, pour que le bâtiment soit réquisitionné et transformé en hôpital auxiliaire à partir de 1914, ce qui impacte durablement la bonne tenue des cours. Il faut attendre 1922 pour qu'une véritable restructuration intervienne finalement. À cette date, la municipalité de Paul-Mistral, afin de redynamiser l'institution, décide de transformer l'établissement en école professionnelle d'art appliquée au métier. Si les 5 sections principales instituées au sein de ce qui est devenu l'école d'art industriel au singulier, sur les 5 en question, il y en a une qui est centrée sur l'architecture, le métier et la direction de chantier. Les bons résultats de cette section dite du bâtiment incitent Louis Mion, le directeur de 1922 à 1941, à créer une école régionale d'architecture en 1927, c'est-à-dire la 7e créée en France.
Dès lors, deux institutions vont cohabiter rue Lesdiguières, l'école d'art décoratif, l'école d'art industriel qui va être renommée plus tard l'école des arts décoratifs et du bâtiment en 1945 et l'école régionale d'architecture qui est régie par le statut national de janvier 1903. L'enseignement prodigué dans cette école d'architecture étant similaire à celui de l'ENSBA, on constate sans surprise l'instauration d'un enseignement du projet. Initialement porté par les architectes Pierre Couradier-Dutheil et Paul Perrin, il fut assuré à partir de 1934 et jusqu'à la veille de mai 68 par Jean Benoît. Jean Benoît est membre titulaire du jury d'architecture à l'ENSBA et architecte aux côtés de Jean Bonnat, qui est lui-même directeur de l'école régionale d'architecture entre 1941 et 1956. Il exerça, Jean Benoît, comme professeur et chef d'atelier en deuxième et en première classe et forma plusieurs générations d'architectes, tour à tour installés dans les locaux de l'ancien hôtel Majestic, puis dans ceux du couvent de Sainte-Marie-d'en-Haut. Si entre les années 1930 et 1960, les enseignements restent sensiblement les mêmes, le corps enseignant s'étoffe doucement pour suivre l'évolution progressive des effectifs étudiants. Dans les années 1930, on compte ainsi chaque année une vingtaine d'élèves. Alors, j'ai une petite erreur. Une vingtaine d'élèves en deuxième et en première classe confondues, tandis qu'entre 1940 et 1965, les effectifs communs à la classe préparatoire et aux deuxième et première classes fluctuent entre 40 et 205 élèves. Le décor étant posé, quelle est la situation de l'école régionale d'architecture durant les années qui mènent aux événements de 1968? Dès 1962, la nationalisation de l'école régionale d'architecture souhaitée par la ville est évoquée par le maire de Grenoble, Albert Michalon, et le ministre des Affaires culturelles, André Malraux. L'une des conditions de cette nationalisation réside notamment dans l'attribution d'un lieu dédié spécifiquement à l'enseignement de l'architecture. Le lieu retenu à cet effet est l'ancien couvent Sainte-Marie-d'en-Haut, situé en surplomb de la ville sur la colline du Rabot. Cet édifice du XVIIe siècle, qui accueillait depuis quelques mois déjà l'atelier Benoît, ne se caractérisait toutefois pas par son bon état. André Zoug, Massier en 1965, parle ainsi d'un site admirable, mais malheureusement non entretenu, si ce n'est par nos soins, et énumère les problèmes d'entretien et d'hygiène que les élèves rencontrent. Ce premier galop d'essai n'aboutit toutefois pas aux résultats escomptés, sans doute en raison du changement de municipalité intervenu en 1965. C'est finalement le musée dauphinois qui prend possession de l'ancien couvent à partir de 1968. En avril 1967, Jean Benoît et Jean-Paul Lesterlin, alors Massier en 1967, s'en inquiètent auprès du nouveau maire de Grenoble, Hubert Dubedou. Ils s'inquiètent notamment de l'avenir de l'école, au point de craindre sa disparition si la ville ne s'engage pas à la soutenir. Ces avertissements semblent toutefois avoir été entendus, puisqu'à l'automne de la même année, l'école régionale d'architecture emménage dans les locaux de l'ancienne faculté de médecine, suite au départ de celle-ci sur le campus. La même année, deux anciens élèves de l'école et à l'époque assistants de Jean Benoît, Jean Cognier et Jean-Marie Pison, élaborent un avant-projet visant à l'aménagement de ce bâtiment qui jouxte celui de l'école des arts industriels et dans lequel l'école d'architecture restera jusqu'en 1978. Les inquiétudes exprimées par Benoît et Lesterlin font écho à celle des élèves, puisque en 1966, une publication intitulée « De l'architecture »
et édité par la masse de l'atelier Benoît, nous donne quelques indications sur l'état d'esprit qui les anime. Cette publication montre qu'ils restent attachés à une forme d'enseignement traditionnel, mais qu'ils entrevoient quand même la nécessité d'un renouvellement pédagogique. C'est ainsi que dans l'éditorial, Michel Grange et Daniel Jaulme, respectivement Massier et Sous-Massier en 1966, s'inscrivent dans la continuité et la filiation de l'atelier Benoît, en faisant part à leur cher patron de leur reconnaissance et de l'attachement qu'ils portent à une forme d'enseignement qui a fait ses preuves, mais ils expriment dans le même temps leur inquiétude quant à l'avenir de l'atelier, de l'école et de la profession de manière générale. À travers cette publication, à mi-chemin de la revue professionnelle et de la plaquette promotionnelle, on sent que les étudiants pressentent le danger du renouvellement qui s'annonce et qu'ils essaient de s'affirmer de manière différente et en opposition avec ce qui peut, par exemple, se passer dans le contexte parisien, puisqu'on peut considérer que l'édition de cette plaquette revue est un moyen pour les étudiants de l'atelier Benoît de prendre position stratégiquement en faveur d'une inscription locale. Ils y promeuvent le travail des anciens de l'atelier qui seront susceptibles de les embaucher et qui n'ont pas forcément une audience dans les revues d'architecture nationale. C'est aussi un moyen de favoriser la visibilité de ces architectes dans la commande locale, alors que Grenoble connaît des transformations importantes en raison de la tenue prochaine des Jeux Olympiques de 68. Cet ancrage local explique peut-être que l'école de Grenoble n'est en apparence pas été un élément moteur dans les événements de mai 68. Toutefois, elle y contribua et elle en fut évidemment transformée puisque le 5 juin 68, en l'absence de la majorité des étudiants, des drapeaux rouges furent tendus sur la façade de l'école d'architecture, clivant le corps professoral et estudiantin. C'est cette même année qu'est créée l'unité pédagogique d'architecture, dont le soutien aux revendications de la plateforme de grève de novembre 69, tout comme le souhait de développer un cadre commun d'intégration à l'université et de s'insérer dans le circuit de la production du cadre bâti, sont affirmés dans un article plus tardif du Moniteur Paris le 7 mars 70. La transition entre l'avant et l'après 68 ne fut pas simple entre les fidèles d'une pédagogie traditionnelle et les partisans d'un renouveau pédagogique. Néanmoins, l'UPAG s'est reconstruite en supprimant la structure des ateliers et en remplaçant la majorité de ses enseignants. L'orientation pédagogique, longtemps indécise, reste marquée par l'organisation évolutive des études et la pluralité des méthodes, des contenus et des enseignements. Dans ce contexte, quelles sont les circonstances qui amènent à programmer la construction d'une nouvelle unité pédagogique? Les choses s'enclenchent au mois de juin et juillet 69 avec la désignation auprès du ministère de 4 architectes par un comité de gestion interne à l'école. Ce comité de supervision, composé de Paul Chemetov, d'Anatole Kopp, de Jacques Maty et de Roland Simonet, a pour tâche initiale de former un groupe d'études afin de permettre la construction de locaux provisoires sur le campus universitaire de Grenoble à la rentrée 69. Cet objectif premier ne voit pas le jour et bascule rapidement vers l'étude et la réalisation d'une nouvelle école d'architecture à Grenoble, dont la conception devint un prétexte à l'élaboration d'une démarche pédagogique. Anatole Kopp envisage dans une note datée du 24 juillet 69 que la nouvelle école d'architecture de Grenoble ne doit pas être conçue comme l'œuvre des architectes désignés, mais comme le résultat réel d'un exercice pédagogique exécuté par les élèves de l'école. L'élaboration d'une programmation dans laquelle les enseignants et les étudiants puissent se reconnaître devient dès lors nécessaire et la participation des futurs usagers est dès lors impérative également. Pour cette raison, Kopp remet en question la collaboration des 4 architectes qui n'ont pas véritablement d'expérience de travail en commun et propose la création d'une agence d'architecture interne à l'école au sein de laquelle les 4 architectes conseils assureraient la direction des études et les élèves réaliseraient le projet au cours d'une année académique. Mais les normes juridiques et déontologiques s'y opposent. La création de l'Association de pratique et de recherche opérationnelle de Grenoble, l'APROG, durant l'année 70-71, peut donc être comprise comme une survivance de cette idée d'agence d'architecture. Alors qu'une entité appelée AMPEA avait échoué peu avant à formaliser une proposition concrète,
La PROG a pour fonction de conseiller le maître d'ouvrage lors de la conception de la nouvelle unité pédagogique et se présente comme un cadre de pratique opérationnelle pour les étudiants dont les statuts lui permettent de gérer des contrats publics et semi-publics. L'architecte suisse Jean-Paul Berger prend en main, en tant que coordinateur technique et animateur du groupe d'études, la charge de cette structure. Il sera le principal instigateur des manifestations et études menées en liaison avec les usagers de l'UPAG, qui passent notamment par l'organisation d'un colloque le 6 janvier 1971, dont l'ambition était de poser les premières bases d'une réflexion sur le sujet de la nouvelle école et de son projet pédagogique. Les travaux de synthèse sont toutefois voués à l'échec en raison de l'impossibilité de faire aboutir un projet pédagogique, facteur essentiel pour établir la programmation, de la difficulté à intégrer la pratique opérationnelle à la formation spécialisée qui isole la structure de la PROG, et aussi de la lenteur des démarches administratives. L'enseignant Philippe Martel remarque par ailleurs l'existence de divergences profondes entre enseignants au sujet de ce qui peut être, de ce que peut être l'architecte, donc de ce que peut être la formation de l'architecte également. Il ajoute que ces divergences se retrouvent au niveau des étudiants et constate des graves crises cycliques récurrentes. La programmation est ainsi bien vite retardée par la volonté de prendre en compte la parole enseignante et étudiante et par le clivage que cela induit. Un clivage qui induit des oppositions entre les étudiants et les enseignants attachés à l'apprentissage technique et ceux qui semblent plutôt le condamner, entre les étudiants et les enseignants partisans d'une pédagogie risquée, entre guillemets, et ceux fidèles à une pédagogie traditionnelle, mais aussi entre la PROG et Jean-Paul Berger, qui semble aussi apparaître. Le ralentissement des études induit par ces tensions engendre la démission de Paul Chemetov, d'Anatole Kopp et de Roland Simonet et interrompt durablement tout projet de construction. Entre avril et juin 1971, l'état de dégénérescence de l'UPAG conduit à la constitution d'une équipe composée de 5 sociologues extérieurs à l'école pour étudier les besoins qualitatifs et quantitatifs des usagers et appréhender le rôle fonctionnel de l'architecte. Cette tentative de médiation prend la forme d'une enquête qui avait pour objectif de voir comment l'école a évolué depuis 1968. Elle met notamment en évidence un problème lié au choix du lieu d'implantation de la future UP. Alors que plusieurs arguments étaient avancés en faveur de la construction de l'école sur le campus, qui permettrait un rapprochement physique avec l'université, l'établissement d'un lien entre l'enseignement de l'architecture et ceux des sciences humaines et des sciences dures, et également entre un rapprochement potentiel avec la nouvelle UER d'urbanisme nouvellement créée. La PROG, finalement, explore en parallèle avec la mairie de Grenoble la possibilité de construire l'édifice au sein de l'ensemble de la Villeneuve, qui est alors en construction au sud de la ville. En tant que conseil, la PROG recommande cette dernière solution en dépit d'un coût plus élevé de construction et en dépit également de la volonté de l'UPAG de se rapprocher de l'université. Il justifie cette décision par le milieu plus réel que le domaine universitaire dans lequel se trouve la Villeneuve, par un rapprochement avec les usagers de la ville et le fait que la ville est en train de sortir de terre et que pour les étudiants, cela peut être fructueux, y compris au niveau de la pédagogie dans l'école. Sans qu'elle fasse l'unanimité, cette éventualité l'emporte en mai 1971, avant que la réalisation de la future EPAG ne soit confiée à Roland Simonet. C'est aussi à la date à laquelle la municipalité de Grenoble reprend la main sur le projet de construction de la nouvelle unité pédagogique, après avoir été alertée par les syndicats sur l'état d'avancement du projet. Face à la situation inextricable à laquelle l'UPAG fait face, la municipalité du Bedou offre son soutien ponctuel au ministère pour assainir la situation.
La position municipale repose sur 2 résolutions. La nécessité de faire intervenir un interlocuteur qui soit accepté par les enseignants et les étudiants pour appliquer une politique pédagogique structurée et claire. La nécessité d'adopter une ligne pédagogique dans laquelle puissent cohabiter équitablement les sciences humaines, l'architecture et la technique. La municipalité semble avoir obtenu gain de cause, puisque le 1er novembre 1971, la nomination d'un nouveau directeur, l'ingénieur Pierre Lavigne, qui était élu municipal depuis mars, permet de débloquer les choses en raison de sa décision, souvent qualifiée d'unilatérale, de confier la mise au point de la programmation au sociologue Gérard Donati. Cette programmation, établie en partenariat avec la SADI, la Société d'aménagement du département de l'Isère, en charge de la construction de la ville neuve, où la future unité pédagogique doit être implantée, fut conçue en 3 étapes dans une concertation, avec une concertation des personnels et des étudiants, jugée parfois insuffisante par les acteurs, et ça va engendrer plus tard un antagonisme parfois vis-à-vis de l'édifice construit. Les 3 documents élaborés entre le 21 février 1973 et le 12 mars 1974, une proposition générale, une proposition détaillée et un additif au programme, posent les fondements et les grandes lignes qui vont structurer le projet futur. Le contenu de ces différents documents, élaborés en accord avec le ministère de la Culture et dans l'esprit de la réforme pédagogique de mai 68, prend en compte l'importance du travail en groupe, l'importance également de l'information à l'intérieur de l'unité pédagogique, de son ouverture sur le monde extérieur et sur la nécessité de procurer de bonnes conditions de travail aux enseignants et aux étudiants. J'arrive plus à... Ces orientations se traduisent par l'affirmation de 4 principes organisationnels. Les groupes modulaires de base, vous avez un exemple à l'image, qui sont des cellules de travail modulables pouvant accueillir entre 12 et 15 personnes. L'Agora, un espace collectif et lieu de rencontre pour toute l'école, ayant pour fonction de remplacer l'amphithéâtre dont la forme traditionnelle ne permettait pas l'échange voulu après 68 avec les étudiants. L'espace autocritique critique, envisagé comme un espace diversifié permettant d'exposer et d'échanger, conçu comme un lieu que les étudiants pourraient s'approprier. Et enfin, les secteurs production-consommation collective, lieu composé d'espaces collectifs et d'espaces utiles à la pratique opérationnelle et à la recherche, mais également accueillant plus prosaïquement les bureaux, censés assurer la médiation avec le monde extérieur. J'émets ici l'hypothèse que Gérard Donati a consciemment ou non calqué une partie de la programmation de l'UPAG sur celle des équipements intégrés de la ville neuve de Grenoble, de manière à légitimer le contexte d'implantation de la nouvelle UPAG. En effet, faisant écho au développement de la télévision par câble dans le contexte des équipements intégrés de la ville neuve, l'une des idées défendues dans le programme consistait par exemple à développer une nouvelle pédagogie reposant sur la diffusion des cours par des canaux de diffusion télévisés internes à l'école. Une seconde idée transparaît dans la volonté d'ouvrir l'école sur le monde extérieur, celle de faire de l'établissement un pôle d'animation socioculturelle à l'image de ce qui était attendu pour les équipements intégrés villeneuvois. Dans un cas comme dans l'autre, le programme demeure cependant abstrait et peu bavard sur les moyens d'y parvenir. Il fallut attendre l'automne 73 pour que succède à la phase de programmation et à l'obtention de la commande par Roland Simounet une série de croquis de la main de l'architecte, initiant le processus conceptuel du projet. Ces ébauches constituent un témoignage essentiel de cette première phase de conception au cours de laquelle Roland Simounet élabore une trame linéaire à laquelle il ne dérogera plus par la suite. Coincé par un terrain sans relief situé à la charnière du quartier de l'Arlequin et du quartier des Baladins et par le cahier des charges de la Villeneuve imposant la présence d'un cheminement piéton public ininterrompu reliant l'ensemble des opérations,
Simonet essaie de tirer le meilleur parti de ces contraintes et du programme fixé, auquel il répond de manière quasi littérale, comme vous pouvez le voir à l'image, avec d'un côté la proposition de programmation et de l'autre un plan du niveau intermédiaire de l'école telle que construite. Ainsi, la structure interne de l'UPAG, orientée au nord, se trouve organisée et compartimentée par une trame formée d'un jeu de lignes horizontales et verticales, mais elle s'organise également autour de l'indispensable rue piétonne qui sillonne toute la ville neuve de Grenoble et qui ici joue le rôle d'un axe de circulation traversant l'édifice de part en part. Inaugurée en 1978, la nouvelle école aux accents brutalistes reprend avec habileté finalement les données du programme de 1973 en composant avec les 4 principes organisationnels initiaux. Et pour terminer, je vous montrerai finalement ces 4 principes inscrits dans la construction avec les groupes modulaires de base que vous avez à l'image, l'agora dans son état initial puisqu'elle a été modifiée depuis, l'espace autocritique critique qui aujourd'hui accueille les salles informatiques et le secteur de production-consommation qui effectivement est plutôt dédié au bureau. Voilà. Merci beaucoup, Sybille. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Merci beaucoup, Sybille. On va garder les questions pour la fin de cette première partie de la matinée. Donc, je vais maintenant donner la parole à Amal Aboudaya, qui est architecte et qui travaille actuellement sur une thèse de doctorat qui interroge la nature, le rôle et le statut du prototype architectural à l'ère numérique. Amal développe sa recherche au sein du laboratoire Cresson de l'UMR Ambiance Architecture Urbanité, qui est donc le laboratoire Cresson de l'ENSAG, et conjointement au sein de Digital RDL, Research by Design Laboratory. Après avoir pratiqué pendant 10 ans l'architecture en agence, elle occupe actuellement un poste de maître de conférence à l'école d'architecture de Grenoble en ce qu'on appelle TPCAU. À toi, Amal. Bon, bonjour à tous. Donc, dans le cadre de ce 9e séminaire sur l'histoire de l'enseignement de l'architecture en France au XXe siècle, mon intervention porte le titre « L'expérimentation et l'enseignement libertaire, une spécificité grenobloise qui perdure ». Comme Stéphanie vient de le dire, ma thèse de doctorat aborde la question du prototype architectural à l'ère numérique, ce qui explique mon intérêt pour la compréhension des modalités d'émergence de l'expérimentation au sein de l'ENSA de Grenoble. L'objectif de cette recherche était d'écrire un texte sur la pédagogie par le faire, par l'expérimentation, une pédagogie expérientielle, plus précisément de raconter la naissance de cette pédagogie à l'ENSA de Grenoble, son histoire. Donc d'écrire une généalogie des pratiques pédagogiques expérimentales à travers diverses postures sur 3 générations, pour pouvoir contribuer au développement d'une pédagogie expérientielle et de définir ce qui fait expérimentation à l'ENSAG aujourd'hui. Ma communication ne vise pas une exhaustivité, mais plutôt à tracer et caractériser les contours de ce qui est un trait identitaire de cette école, ou pour commencer à problématiser le sujet. Comment une ENSA qui porte une activité de recherche soutenue à travers ses laboratoires et aussi une école qui a développé une pédagogie expérientielle et une approche de l'expérimentation architecturale extrêmement diversifiée. Précisément, le plan de ma contribution est le suivant. Je vais présenter les figures marquantes que j'ai retenues, puis je présenterai leur conception et leur approche de l'expérimentation. Enfin, je conclurai par une cartographie des horizons de conception de l'expérimentation telle qu'elle émerge à travers l'étude de ces pratiques. Attention, je tiens ici à préciser que je fais le choix des personnalités emblématiques, d'écosystèmes et d'équipes extrêmement larges, comportant de nombreux enseignants, chercheurs, praticiens. J'ai choisi ces enseignants parce qu'ils caractérisent des approches théoriques conceptuelles et opératoires, à la fois distinctes et complémentaires, pour comprendre l'émergence d'un enseignement et d'une recherche expérimentale à Grenoble.
Je précise également que je prends des exemples d'expérimentation significatifs qui ne recouvrent pas la totalité des travaux de ces enseignants. Pour commencer, donc quelques acteurs en 3 périodes ou en 3 générations. Donc, des pères fondateurs, donc Sergio Ferro, qui développe une approche de l'expérimentation centrée sur le chantier, qui est une pratique collaborative, participative et qui redonne une place fondamentale à l'ouvrier. Il fonde le laboratoire Dessin Chantier en 1982, ici à l'ENSAG. Ensuite, Patrice Doat, qui développe une approche de l'expérimentation centrée sur la conception, qu'il appréhende comme un enjeu technique, mais aussi de recherche à la fois ludique et ressort d'inventivité. Il crée le laboratoire Cratère en 1979. Et Jean-François Goyard, qui développe une approche de l'expérimentation centrée sur les dimensions sensibles de l'espace, le son particulier, mais en remplaçant cette fois-ci l'usager ordinaire comme un expert. Il crée le laboratoire Cresson en 1979. En d'autres termes, au commencement, l'attention est portée sur l'ouvrier, sur la question de division du travail avec Sergio Ferro. Tous les acteurs ont une place et ça peut modifier le dessin initial. Ensuite, ça porte la question du concepteur avec Patrice Doat, faire un bâtiment parce qu'on est acteur, architecte de la société. Et sur l'usager avec Jean-François Gaillard qui passe par l'expérience du quotidien et la parole des habitants. Ensuite, une seconde génération, c'est ce qu'on a sous les yeux, déploie les premières approches à travers des pratiques qui hybrident l'enseignement et la recherche autour de démarches de prototypage et d'expérimentation à l'échelle 1 ou à l'échelle du corps en mouvement. Pascal Rollet centre son approche sur l'environnement et les cultures constructives, Grégoire Chelkov sur les cultures sensibles de l'environnement. Les images à l'écran sont celles du projet Canopéa, prototype lauréat de la compétition Solar Décathlon, et celle d'un mobilier urbain, support de recherche. Enfin, les développements contemporains me semblent développer des expérimentations qui s'appuient sur des prototypes des médiations, des prototypes finalisés et des prototypes de recherche, actions finalisées et fondamentales. Ces démarches sont illustrées par les travaux de Franck Lebaille, Marie et Keith Zawitowski et Philippe Livenot. Donc, pas à pas, pour revenir au départ, donc Sergio Ferro, pour comprendre la démarche de Sergio Ferro, j'utilise une citation donc, de Cyril Simonet. Lectural est le fruit d'un double processus, celui de sa conception et celui de son exécution. 2 moments productifs les caractérisent, le projet et les chantiers. En termes plus simples, on dira que les chantiers engendrent le projet et que le projet engendre le chantier. La génétique de l'édification est à double entrée. Cette symétrie peut s'appeler une dialectique. Les 2 moments antagoniques demeurent des processus. Ils se dépassent dans l'achèvement de l'édifice, mais se perpétuent dans leur permanence opératoire. Donc, Sergio Ferro, je n'ai pas précisé, peintre, architecte et professeur, et c'est un homme de la pratique engagée et collective que Sergio Ferro enseigne à l'école d'architecture de Grenoble de 1972 à 2003. Et donc, comme je l'ai dit précédemment, fondateur et directeur du laboratoire Dessin Chantier. Il contribue largement à ancrer cette école dans la recherche en design, architecture et urbanisme. Ensuite, dans les chantiers de la patate, donc, dont on voit la photo ici à l'écran, l'expérimentation menée à l'ENSA de Grenoble, Sergio Ferro, il explique, il me fallait démontrer pratiquement, en vrai, qu'on peut bâtir sans projet préalable, un peu comme on construisait avant le gothique. Les étudiants méritaient cette démonstration. Cela prouverait que le projet complet est indifférent aux conditions de sa réalisation
est chose du capital et que le projet, un autre genre de projet, devrait être intégré au chantier, être un moment ou des moments de la réalisation et être modifiable à chaque instant, même après les commencements de travaux. Ça, c'est des propos recueillis, donc, je précise, par Nicolas Tixier. Et donc, ici, on peut voir l'œuvre de La Patate qui a été construite avec donc les étudiants et qui a été depuis démolie. Et donc, ici, l'attention est vraiment portée sur celui qui fait, l'ouvrier, comme disait Ferraud, la main qui pense. Ensuite, Patrice Dewatt, donc architecte cofondateur et directeur scientifique du laboratoire Cratère, créé en 1979. Donc j'ai pu faire un entretien avec Patrice Dewatt, ici quelques extraits que je trouve intéressants. Donc Patrice Dewatt évoque des principes sur les matériaux, l'enseignement et la place de l'architecte. Il dit, en parlant du matériau, un matériau n'est pas intéressant pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il peut faire pour la société. Savoir faire avec le matériau, le plus pauvre de la planète, la Terre, on va faire. À l'époque, avant les grands ateliers, à l'époque en fait de l'école de Beaux-Arts, il disait il faut changer l'enseignement de la construction et il faut créer des ateliers de construction dans les écoles d'architecture. Et aussi, il faut développer une philosophie de l'action, faire un bâtiment parce qu'on est acteur, architecte de la société et on essaye de travailler pour une population qui peut s'organiser elle-même. Ici, un exemple en fait d'exercice pédagogique qui s'appelle donc la cathédrale en chantier, qui a démarré ici à l'école dans l'espace de prototype. Et ici, on peut voir un exemple de cet exercice pédagogique aux grands ateliers, grands ateliers qui ont été construits en 2001. Lorsqu'il parle de son exercice, la cathédrale en chantier, il dit que pour rendre les gens actifs, il faut mettre le corps en mouvement. La cathédrale en chantier, c'est fait à partir d'un élément aussi simple que la brique ordinaire. Les étudiants sont invités à réaliser dans l'espace diverses architectures en superposant à ce matériau. C'est un exercice de découverte d'un matériau courant, mais également du geste d'assembler des éléments constitutifs de la construction et d'ériger collectivement une forme. L'attention ici est portée sur l'étudiant que l'on forme, ces gestes individuels en situation collective. Et à travers le développement de très nombreux exercices qu'on peut voir ici, il s'agit d'enseigner par le faire et développer une pédagogie active où la créativité s'est faite par l'expérimentation. L'attention ici est portée sur l'étudiant que l'on forme, sur la créativité et l'inventivité qui accompagnent l'action et l'expérimentation. Ensuite, pour venir à Jean-François Goyard, je précise qu'il s'agit ici des extraits d'entretien avec Nicolas Tixier. Il faut comprendre que pour Jean-François Goyard, l'architecture et l'urbanisme passent par l'expérience du quotidien. La question est de savoir comment retranscrire l'expérience spatiale, temporelle et sensible. Interroger le quotidien est une façon, et cela passe par une expérimentation sur les manières de prendre en compte le sensible et les pratiques de l'habitant. C'est le travail précurseur de Pas à Pas sur la ville neuve. Ce travail de recherche sur l'expérience vécue des habitants conduit à ouvrir la question de la conception architecturale et de l'expérimentation par les modalités sensorielles de l'expérience. Les ambiances deviennent un outil d'analyse des situations en caractérisant par exemple des effets sonores, visuels, lumineux. Et ces effets deviennent à leur tour des outils de conception et des enjeux d'expérimentation. L'attention est portée sur le vécu et l'expérience sensible de l'espace par les usagers. Ensuite, concernant la seconde génération, je vais présenter donc le travail de Pascal Rollet qui développe à partir donc, de 2001 son travail aux grands ateliers. Et donc, il s'agit de développer un enseignement par l'expérimentation, donc dans la cadre de l'ouverture des grands ateliers, développement des enseignements propédeutiques
sur les matériaux, donc le bois, acier, verre, composite et la terre. Une propédeutique matériaux pour permettre aux étudiants d'acquérir des bases pour développer leur propre logique de conception dans le cadre des propositions constructives situées dans des ambiances différenciées. À travers le module acier, l'expérimentation consiste à faire imaginer un projet aux étudiants autour de l'habitat. L'application est mise au point aux grands ateliers de l'île d'Abo, et ce sont des maquettes à l'échelle 1. Donc, il s'agit de faire l'expérience de la matérialité, appréhender des expériences de plus en plus complètes, très constructives au départ, pour arriver à des expériences spatiales. Cette pédagogie conduit à la participation au Solar Décathlon avec le projet Armadillo, qu'on peut voir ça c'est Canopé. Et ensuite, en 2008, donc le projet Armadillo, et puis Canopéa, lauréat en 2012 de la compétition mondiale. Il travaille donc, pour résumer, sur des prototypes d'acculturation et des prototypes de recherche finalisés qu'on peut nommer des démonstrateurs. Maintenant, en ce qui concerne donc Grégoire Chelkoff, qui a développé une approche écologique des kinestèses sonores, le but de l'expérimentation est de tester la conception sonore et les types de kinestèses sonores à partir des catégories que nous avons repérées dans des situations ordinaires, urbaines ou architecturales, et que j'ai nommées articulation, limite et inclusion. Donc, c'était une citation de Grégoire Chelkoff. Et pour résumer, donc c'est un travail avec des prototypes de recherche sur et par les ambiances dans le cadre d'une recherche sur la conception et la perception. Maintenant, quelques pratiques actuelles qui existent aujourd'hui dans l'école. Donc, je vais présenter et parler du travail de Franck Lebaille d'abord, architecte, maître de conférence TPCAU ici à l'ENSAG. Donc, pour résumer l'approche de Franck Lebaille, j'ai pris cette citation, du territoire jusqu'au dessin du boulon. Et donc, pour préciser plus le travail, Franck Lebaille travaille sur un bâtiment de logements sociaux des années 60 avec les étudiants, un bâtiment à Firminy. Et dans le cadre de la réhabilitation de logements de Firminy, le séjour a été modélisé, travaillé en maquette, puis réalisé à l'échelle 1. Donc, un fragment en fait, du logement qui fait 3 mètres par 6 mètres, qu'on peut voir ici à l'écran, construit aux grands ateliers. Et c'est un outil de médiation avec les habitants, mais aussi avec le partenaire. Donc, le prototype est construit aux grands ateliers et ensuite est installé sur site. Et pour donner un autre exemple de ce travail, dans le cadre d'un quartier en devenir, à Saint-Étienne, un véritable micro-habitat est réalisé au Gaïa, prévu pour 3 jours. En fait, c'est des séjours extérieurs, donc c'est un travail qui rejoint un peu le parklet. Et en fait, il reste sur place pendant 6 mois et ça a généré une véritable transformation urbaine. Ici, je présente le travail de Marie et Keith Zawitowski qui développent une démarche de design build, le preuve de la réalité. Cette pédagogie unique en France envisage le métier d'architecte comme indissociable de l'acte de construire. Des étudiants en architecture collaborent avec une commune locale, des habitants, élus, chercheurs, fabricants, artisans et professionnels de la construction pour concevoir et construire ensemble des projets d'intérêt général, démonstrateurs d'une architecture écologiquement et culturellement durable. Cette pédagogie permet aux étudiants futurs architectes de faire l'expérience de toutes les étapes du processus de réalisation d'un projet d'architecture, depuis sa conception jusqu'à sa construction, en les confrontant à toutes les exigences du chantier. Donc ici, on a l'exemple d'un projet Design Build qui a été réalisé sous la direction de Marie et Keith Zawitowski, la maison pour tous à Four. Et ensuite, je présente le travail de Philippe Livenot, qui est fait dans le cadre de la chaire Digital RDL
et qui développe une démarche de recherche par le design de type Living Lab situé. Donc, le projet développé répond aux attendus d'une recherche-action par le déploiement d'expérimentations en situation réelle, d'une recherche appliquée dans le champ du génie des procédés et d'une recherche fondamentale sur la perception des formes non standards. Donc ici, nous avons le bon C'est toi, c'est moi, donc, qui a été conçu et réalisé avec les étudiants de master de architecture, ambiance et culture numérique, ici même à Grenoble, et ensuite installé, donc rue Ampère, pour une durée de 1 an. Donc, c'est un mobilier urbain expérimental qui a été commandité par la société Transdev, opérateur du transport. Et en conclusion, donc, pour conclure, il me semble que les premières expérimentations interrogent le sens de l'acte d'architecture. Dans une perspective humaniste, l'attention est portée à l'ouvrier, l'architecte, l'usager. La seconde génération radicalise des orientations thématiques sur les cultures constructives et les cultures sensibles. Les expérimentations articulent enseignement et recherche dans des perspectives finalisées et appliquées ou fondamentales. La pratique expérimentale permet la réalisation de prototypes qui sont des démonstrateurs ou des outils de recherche. Et enfin, l'expérimentation est aujourd'hui directement en prise avec la société civile. Les démarches sont interdisciplinaires et multisectorielles et les prototypes sont des outils de médiation, des outils de recherche ou des projets finalisés. Donc, j'ai terminé. Je souhaiterais juste donc remercier Stéphanie Dadour d'avoir assumé le portage de cette recherche. J'aimerais également remercier donc, Patrice Douat, Pascal Roulet, Franck Lebaille, Nicolas Tixier, Philippe Livenot, Grégoire Chelkov. Bon, la liste n'est pas exhaustive, mais voilà, d'avoir pris le temps d'échanger et de dialoguer sur ces questions voilà, qui nous sont chères à l'école, ici, à Grenoble. Merci. Merci beaucoup, Amal, pour cette présentation qui nous a comme ça emporté sur 3 générations qu'on reverra partiellement aussi durant la table ronde tout à l'heure. Donc, 3 générations, 3 filiations, pas 3 filiations, mais des filiations plutôt qui se construisent sur le temps et qui font l'identité de l'école. On a maintenant un peu plus d'un petit quart d'heure pour un échange, des questions avec le public. Non, il n'y a pas de questions. Oui, je ne sais pas si on m'entend. C'est Anne-Marie Châtelet. Oui, on vous entend, Anne-Marie. Voilà, moi j'avais 3 questions, une pour chaque communication. J'ai une première question à Stéphanie, parce que je sais que c'est une thématique qui l'intéresse. Vous n'avez rien dit du tout de la présence des femmes dans l'école de Grenoble, donc j'aurais voulu savoir si vous avez quelques pistes à nous proposer. J'ai trouvé les deux communications successives ensuite assez intéressantes sur la question en particulier sur la question des bâtiments qui abritent l'enseignement. Et ma question, elle était la suivante. On voit bien, on a bien perçu comment avait été conçu de manière programmatique le bâtiment qui a été réalisé par Simonet. Et du coup, je me demandais si les grands ateliers, ça pouvait être compris comme une espèce de contre-projet par rapport à un programme pédagogique qui était très éloigné de celui qui avait été défini par Gérard Donati, parce que ce qu'on a entendu dans la communication d'Amal, c'est finalement des exercices pédagogiques qui n'ont rien à voir avec ce qui était prévu à l'origine et qui ont besoin d'espaces spécifiques. Donc voilà, j'aurais aimé savoir si on pouvait faire une relation entre ces deux projets qui me paraissaient assez contradictoires en quelque sorte et assez surprenants. Et la dernière question que j'avais, c'était sur la dernière communication d'Amal, c'est pour savoir, on a vu plusieurs générations, mais précisément quelles étaient les filiations? Est-ce que véritablement la deuxième génération a été élève de la première, et est-ce que les exemples qui ont été montrés ont été eux aussi élèves de la deuxième? Voilà. Merci.
Merci Anne-Marie. Donc, je vais prendre la parole la première sur la question des femmes. Bon, disons qu'après 68, avant 68, il n'y avait pas de femmes enseignantes. Il y avait quelques étudiantes femmes que l'on a répertoriées avec Sybille, notamment qui venaient de l'étranger. Je ne vais pas trop en parler, j'aime mieux m'attarder sur l'après 68 parce qu'au tout début donc des années 70, il y a eu passage d'énormément de femmes enseignantes à l'école qui passaient 1, 2 ou 3 ans et qui s'en allaient. Là, on ne sait pas pourquoi elles partaient. Il faudrait qu'on interroge des collègues à elles pour comprendre leur départ. Mais il y en a eu, j'ai parlé de Nicolas Ragnon qui est décédé récemment. Nicolas pratiquait et réfléchissait avec Françoise Ragnon qui enseignait aussi à l'école la peinture, le dessin, l'aquarelle, etc. Mais voilà, je ne vais pas parler de Françoise Véry tout de suite, parce que c'est quand même une figure marquante de l'école qui est arrivée assez vite à l'école. Mais tout ça pour dire qu'il y a eu énormément d'enseignantes dans ce qu'on appelle les disciplines autour du projet sociologie, mais aussi informatique, dessin, etc. J'en ai répertorié plus de 10 qui sont passés, qui sont restés à peine 2-3 ans à l'école et qui sont repartis. Et ensuite sont arrivées des figures qui sont restées, qui ont participé de l'identité de l'école, notamment Françoise Véry, aussi une paysagiste, Anne Fortier, oui. Les noms m'échappent un peu. Et petit à petit, vers la fin des années 70, l'arrivée de femmes qui sont restées à l'école jusqu'à tout récemment. Alors, si je peux ajouter un complément pour revenir avant 68, dans finalement le listing qu'on a établi des étudiants, on dénombre a priori 14 étudiantes femmes entre 1927 et 1968, ou je devrais dire plutôt entre la fin des années 40 et 1968, puisque avant l'après-Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas de trace, en tout cas à l'heure actuelle, d'étudiantes femmes à Grenoble. Ensuite, pour la deuxième question, celle du bâtiment, alors c'est vrai que dans nos discussions avec Sybille, on n'avait jamais imaginé ça comme un contre-projet, mais plutôt comme un complément. Comme une continuité, en fait, plus qu'un contre-projet. Et là, je me demande si Amal ne pourrait pas aussi nous accompagner dans ça, parce que finalement, le montage des grands ateliers était aussi porté par les acteurs dont elle nous a parlé, et c'est plutôt, on devrait peut-être leur poser cette... Et je vois que Patrice Doat était parmi le public, donc voir aussi si eux, ou Anne-Monique Bardago d'ailleurs, si eux le concevaient ainsi ou pas. Nous, on l'a toujours vu comme un complément, mais il serait intéressant de se dire, à l'époque déjà, on pressentait cette identité à l'école, peut-être pas tout à fait, et c'est pour ça qu'on... Je dirais même une continuité dans la mesure où les expérimentations à l'école, elles se faisaient dans les garages et à l'arrière, dans les espaces extérieurs parfois également. Comme la patate de Ferro, par exemple. Exactement. Et donc, de ce point de vue-là, finalement, je vois plutôt les grands ateliers comme une espèce de formalisation d'une pratique, d'une continuité de ce qui se faisait à Grenoble, mais peut-être... Je pense qu'on peut aussi préciser que ça continue encore aujourd'hui, c'est-à-dire même avec la présence de grands ateliers au sein de l'école aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de pratiques expérimentales qui ont lieu, donc soit dans l'espace prototype, soit au sein de Digital RDL, soit dans les patios, dans les cours. Donc, en fait, l'école finalement a pu s'adapter. Et bon. Il y a un incendie à l'école. Je ne sais pas s'il faut qu'on quitte les lieux, mais on va voir. Et il y avait une deuxième question, Amal, qui était sur la deuxième génération. Oui, tout à fait. Donc, en effet, il y a une filiation entre ces générations. Ce que j'aimerais redire, j'ai dit tout à l'heure, c'est que
au sein de l'INSAG, en fait, l'INSAG porte une activité de recherche assez soutenue à travers ses laboratoires. C'est pour ça, quand j'ai présenté le 3 figures paires au départ, en fait, chaque figure est associée à un laboratoire qui, du coup, a pu justement mettre en place une certaine pratique, en fait, de la pédagogie expérientielle. Et donc, on a ces trois, il y a le Cresson, le Cratère, aussi le laboratoire à ECC qui s'est développé après. Et donc, les pratiques qu'on voit aujourd'hui, en fait, sont en lien direct avec les laboratoires. En fait. Donc, il y a vraiment un véritable lien qui s'est formé au fil des générations. Merci. Donc, ça veut bien dire que la deuxième génération a fréquenté les laboratoires de la première. Oui. C'est ça. Merci. Merci pour ces réponses. J'ose plus mettre le micro. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que des membres du public aimeraient aussi apporter des choses? Françoise Véry, Patrice Doat. Sinon, la table ronde est prévue dans un quart d'heure. Donc, est-ce qu'on fait plutôt une pause de 10 minutes? On va faire une pause de 10 minutes. Peut-être qu'on réglera aussi l'alarme incendie qui vient de se déclencher à l'école. Oui, bonne idée. À 11h10, on se reconnecte. Entendu, merci. Oui. Merci.